on commence avec vous, Laurent, mais je pense que de toute façon, ça va interagir tout au long de cette séquence avec Fabrice. D'abord pour parler effectivement des plus-values de cession de valeurs mobilières et avec la question clé, puisque c'est la stratégie d'optimisation, si celle-ci est possible. Mais oui. Alors, moi, je suis super ravi d'être là parce que je suis le seul parmi les intervenants qui arrive avec une bonne nouvelle. Ah, effectivement, ça ne va pas forcément être fréquent ce soir, donc savourez-la, chers amis. Exactement, parce que depuis le 1er janvier 2013, la France est championne du monde. Oui. Vous commencez à me faire peur, parce que dans matière de fiscalité, ce n'est pas forcément dans le bon sens. Championne du monde des prélèvements en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières. Voilà. On peut le voir sur le graphique là. Alors si on rentre un peu dans le détail, on voit qu'il y a 3 pays qui ont des taux d'imposition à 0%. Donc ce sont nos amis luxembourgeois, suisses et belges. Et puis ensuite, pour l'ensemble des autres pays, on se promène entre 15 et 30%, à l'exception notable du Danemark, qui a un taux d'imposition à un peu plus de 40%. Et puis on a tout en haut de la pyramide, loin devant, en tête, à 62%, la France. Ça s'appelle l'exception française, voilà. Mais c'est une nouvelle exception. Oui, en même temps, Laurent, là je pense que tu exagères un petit peu, parce que c'est quand même un peu, c'est pas aussi simple que cela. Et puis, au fond, ça correspond quand même à la promesse de campagne qui consistait à dire on va aligner les revenus du capital sur les revenus du travail. 62%, là, tu exagères un peu quand même, non? Tu as raison, Fabrice, c'est pas aussi simple que ça. On va voir un peu dans le détail comment ça se passe. Voilà, j'appuie sur le petit bouton, voilà. Donc, effectivement, il y a différents cas de figure selon la durée de détention des titres. Plus de 2 ans, entre 2 et 4 ans, entre 4 et 6 ans, ou plus de 6 ans. Donc, il faut effectivement tracer plusieurs cours pour représenter tout ça. Alors, bah oui, on voit qu'effectivement, en fonction de la durée de détention, il y a des paliers. Et puis, finalement, plus on conserve longtemps, moins on paye cher. Et là, c'est assez logique par rapport à la plus-value immobilière, par exemple. Mais tu sais, il y a un oiseau qui n'est pas un oiseau migrateur, qui s'est beaucoup fait entendre à l'automne, c'est le pigeon. Tu ne l'as pas oublié dans ta courbe, là? Alors, on va rajouter la courbe des entrepreneurs donc, qui détiennent les actions et qui ont, alors là, pour le coup, c'est lisse, puisqu'ils ont la grande chance de pouvoir opter à un taux d'imposition de 19 plus 15,5 de prélèvements sociaux. Donc, voilà nos amis pigeons. D'accord. Bon. Il y avait le régime du départ à la retraite. Tu as raison. Tu l'as occulté, là, je crois. On va le rajouter, voilà, le départ à la retraite. Donc là, on est à 15,5, uniquement les prélèvements sociaux. Donc là, c'est déjà beaucoup plus clair. Oui, alors effectivement, c'est beaucoup plus clair, ou moins clair selon, mais je crois quand même, je crois que tu as oublié la CEHR. Ah, tu as exact. Elle a bien un impact sur la plus-value quand même. Donc on va rajouter quelques graphiques, voilà, avec la contribution exceptionnelle sur le revenu. Voilà, maintenant, on se... Pour le béotien que je suis, Laurent, ça devient de moins en moins clair, donc on a besoin de vos lumières. Ça, on n'a pas fini. Parce que là, on ne parle que des couples. Mais il faut rajouter nos amis célibataires. Oui, tu as bien des clients célibataires quand même, Laurent. Ça m'arrive. Confirme-nous. Donc voilà, je crois que maintenant, on est à peu près... on a pu voir les différents cas de figure. Bon, Laurent, on voit que tout s'est simplifié. Oui. Est-ce que quand même tu peux reprendre ça tranquillement? Dans le détail, s'il te plaît. Je crois qu'on en a besoin. Alors effectivement, donc les plus-values de cession de valeurs mobilières désormais sont imposables au barème progressif avec un abattement qui dépend de la durée. Alors on a fait une petite simulation. Selon qu'on soit dans la tranche marginale d'imposition de 41% ou de 45%, avec des taux qui varient de 54 ou 58% à 38 ou 40%. À ce montant-là, il convient évidemment de rajouter la contribution exceptionnelle sur le revenu, 3 ou 4%, selon que le revenu dépasse 500 000 € ou 1 million pour un couple, ou 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire. Dans les calculs qui sont là, on a intégré la CSG déductible à hauteur de 5,1, qui est donc le nouveau taux, puisqu'il n'y a pas de petit profit, on est passé de 5,8 à 5,1. Et là, j'attire votre attention sur un point qui peut être délicat, c'est que dans l'hypothèse où un chef d'entreprise réalise une plus-value importante, alors peut-être pas un chef d'entreprise qui remplirait les conditions des pigeons, mais une personne réalise une plus-value importante au titre d'une année, ce n'est seulement que l'année prochaine qu'elle va acquitter les prélèvements sociaux et qu'elle aura droit à la réduction au titre des prélèvements sociaux de l'impôt sur le revenu. Je m'explique, imaginons qu'on fasse 1 million de plus-value au titre de l'année 2012, eh bien c'est seulement en 2013 qu'on pourra déduire sur les 1 million, parmi les 155 000 € de prélèvements sociaux qui ont été acquittés, 51 000. Encore faut-il avoir l'année 2013 au moins 51 000 de revenus. Donc quand on déduit intégralement les prélèvements sociaux déductibles au taux de 5,1 du taux de la plus-value, on part du principe qu'on aura un revenu au moins égal à 150 000 €, si on est à la tranche à 45%, l'année suivante, ce qui peut ne pas être le cas. Là, on parlait de pigeons. Alors, on va parler de nos amis pigeons. Il y a 5 conditions qui ont été mises en place pour être un pigeon. Les 5 conditions sont les suivantes. La première,
Vous aviez bien compris que c'est un statut enviable désormais. Voilà, il faut juste actualiser les logiciels. Absolument. La première concerne la société. Il faut que la société exerce une activité économique. Alors j'ai mis économique, mais si vous lisez le texte, vous remarquez l'activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale. On ne va pas répéter à chaque fois toujours la même histoire. Pendant 10 ans, ou si elle a été créée depuis moins de 10 ans, depuis sa création. Et puis ensuite, on a 3 conditions qui concernent la détention des titres. La première condition, c'est que la famille, alors là c'est pareil, la famille c'est le contribuable, son épouse, son concubin, son partenaire pacsé, les enfants, les ascendants, les descendants et ses frères et sœurs, détiennent de manière continue au cours des 5 ans qui précèdent la cession les titres. Il faut que pendant les 10 dernières années, pendant au moins 2 ans, ils aient détenu au moins 10% des titres. Donc condition compliquée. Et il convient également qu'au jour de la cession, ils en détiennent encore au moins 2%. Donc il y avait quand même 3 conditions à réunir pour rendre... Alors, la plupart de nos clients, bien évidemment, sont dans ce cas de figure. C'est peut-être moins le cas pour les investisseurs en capital, surtout qu'ils ne respecteront certainement pas la dernière condition, qui vise cette fois-ci le contribuable. Il faut être soit dirigeant, soit salarié, mais percevoir une rémunération, et là on fait référence aux règles de l'ISF, c'est-à-dire une rémunération qui représente plus de 50% de ses autres revenus professionnels et qui soit une rémunération normale, condition que vous connaissiez pour exonérer au titre des biens professionnels certains actifs. Donc voilà les conditions à réunir pour pouvoir avoir la grande chance de pouvoir limiter son imposition à un taux de 19 plus 15,5 plus éventuellement la CEHR au taux de 4%. C'est-à-dire qu'on est à un total de 38,5 si mes calculs sont bons. Ouais. Alors tu sais Laurent, ce qui serait bien, ton visuel est super là, mais c'est sur 3 ans, 4 ans. 4 ans, oui. Oui, ce qui serait super, tu vois, ce serait d'avoir une projection sur 20 ans. Tu crois que tu pourrais faire ça? Je peux faire ça. Surtout, bon, on voit bien que ça augmente un peu, mais on voit mieux que ça augmente vraiment quand on regarde sur les 15 dernières années, où on est passé de 1996 à un taux de 16,5% à aujourd'hui un taux, lorsqu'on n'est pas dans un cas de chef d'entreprise, dirigeant ou salarié rémunéré, etc., à plus de 44% d'imposition. Et là, on s'est situé dans le cas où les titres ont été détenus depuis plus de 6 ans. Donc, il y a une progression assez massive des prélèvements sur les cessions de valeurs mobilières. On a eu une période de stabilité pendant quelques années à un taux de 26%. C'est un taux très raisonnable dans la moyenne nationale, enfin internationale. On en est désormais sorti depuis maintenant 4 ans. Alors que faire? Il y a déjà un premier dispositif qui existe, qui est le 150 débis. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du 150 débis, vous vous rappelez qu'il a été créé en 2006 et qui souhaitait récompenser les chefs d'entreprise qui avaient détenu pendant 8 ans des actions. Et puis on s'est dit, non, on ne va pas récompenser les chefs d'entreprise vertueux, mais ceux qui s'engagent à le devenir. Et donc il faudra réinvestir, après 8 ans de détention, dans une nouvelle entreprise pour avoir droit à une exonération d'impôt. 3 aménagements ont été apportés. Le premier, c'est qu'on avait un délai de 3 ans pour faire ce réinvestissement. Il a été réduit à 2 ans, premier changement. Le deuxième nouvelle, c'est qu'il fallait réinvestir avant 80% pour avoir une exonération d'impôt sur les plus-values. On se dit, c'est une bonne chose. Maintenant, on est passé à 50%. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'avant, en réinvestissant 80%, l'exonération portait sur l'intégralité de la plus-value. Donc il y avait un seuil à atteindre de 80% et on était exonéré globalement. Là, aujourd'hui, en réinvestissant au moins 50%, on est exonéré au moins à hauteur de 50%. On réinvestit 70%, on est exonéré qu'à 70%. Si on veut être exonéré totalement, il faut réinvestir 100% de la plus-value nette de prélèvements sociaux. Donc, après 15,5 de prélèvements sociaux, il faudra réinvestir 84,5% de la plus-value, ce qui reste dans la poche, en fait, dans une nouvelle entreprise. Malheureusement, si on a affaire à quelqu'un qui a payé la CEHR, il va devoir réinvestir plus que ce qui lui reste net dans la poche, puisque, évidemment, c'est la plus-value nette de prélèvements sociaux, compte non tenu d'une éventuelle CEHR. Alors, il y avait un autre alinéa dans l'article 150.0D, cette fois-ci pas bis, mais ter, qui était le départ à la retraite du chef d'entreprise. Donc, j'imagine que, comme l'objectif, c'est quand même la réduction des déficits et l'augmentation des impôts, il a dû être supprimé, ce dispositif, en logique. Eh bien, en toute logique, effectivement, il a été prorogé de 2013 à 2017. C'est-à-dire qu'on a effectivement du mal à comprendre pourquoi, quand on part à la retraite, on est exonéré d'impôts, alors que quand on est un investisseur en capital, on est taxé à 60%. C'est comme ça que ça a été fait. Et donc ce dispositif-là, qui existe depuis 2006, est prorogé jusqu'en 2017. Et puis on a désormais une modification qui a été apportée par la loi de finances, qui introduit l'abattement, parce qu'en fait, vous voyez, c'est un abattement à partir de la 6e année, d'un tiers par an,
qui exonère totalement d'impôt de plus-value au bout de 8 ans. Hein. C'est comme ça que ça marche, le départ à la retraite. Ce n'est pas systématiquement un acquis. Il faut avoir détenu pendant au moins 8 ans les titres pour être exonéré intégralement. La question se posait de savoir si on intégrait dans le revenu fiscal de référence, et la réponse est oui. Alors, oui, un petit coup de zoom sur cette fameuse CEHR, vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises, peut-être ça en vaut la peine. On va essayer d'être bref sur cette histoire. En 2011, les gens ne savaient pas que la CEHR existait, puisqu'elle n'a été mise en place que dans la loi de finances 2012, donc en fin d'année 2011, et tout le monde se disait, bah, écoute, elle va nécessairement concerner les plus-values exonérées, hein, puisqu'elle s'appuie sur une nouvelle notion qui est le revenu fiscal de référence. Rappelez-vous que cette CHR présente une caractéristique assez originale, c'est-à-dire qu'elle est provisoire jusqu'au rétablissement de l'équilibre des comptes publics. Donc normalement, vous devriez tout de suite rassurer. Oui, voilà, ça rappelle certains souvenirs dans l'histoire de la fiscalité française. On aime bien le provisoire qui dure dans ce pays. Voilà. Et donc, fin 2011, on apprend que les plus-values qu'on a pu réaliser début 2011 devraient être soumises à la CEHR. Et puis, surprise, en lisant la dernière doctrine administrative publiée le 10 août 2012, on s'aperçoit qu'en définitive, la CEHR ne s'applique pas aux plus-values qui bénéficient de l'abattement de l'article 150.0 des terres. Donc, lorsqu'on part à la retraite, eh bien, on n'a pas, lorsqu'on a réalisé une plus-value en 2011, à payer cette contribution. Pourtant, l'administration fiscale était aussi surprise que les contribuables en lisant la doctrine administrative, puisqu'elle a envoyé à tout le monde, enfin tous ceux qui ont réalisé des plus-values exonérées en 2011, des avis d'imposition qui intègrent dans le revenu fiscal de référence le montant exonéré et le paiement de la contribution. Mais dans la doctrine administrative, il y a écrit en tout petit, il faut bien lire, que si jamais on réclame, ils nous remboursent. Hein, donc, on pourrait imaginer qu'ils remboursent d'office, mais non, il faut réclamer. Voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le mécanisme. Donc tout le monde se dit, bah, c'est simple, maintenant, en 2011, on ne la paye pas, et en 2012, il n'y a pas de raison qu'on la paye non plus, puisque la doctrine administrative du 10 août nous dit qu'on ne la paye pas. Mais la loi de finances 2013 a réintroduit rétroactivement au 1er janvier 2012 la CEHR. Donc en fait, le 10 août, on pensait qu'on ne la payerait pas, mais le 15 décembre, on a compris qu'on allait en fait la payer en 2012. Donc maintenant, c'est sûr, ferme et définitif, parce que c'est vrai que ça a été une véritable navette. Voilà. Donc en 2011, si vous l'avez payée, il faut demander qu'on vous la rembourse, et en 2012, si vous ne l'avez pas payée, il faudra la payer. D'accord. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Vous nous aviez quand même annoncé des bonnes nouvelles, à Laurent. C'est compliqué, la fiscalité. Hein. Alors, ce qui a changé, mais là, le sujet sera abordé un peu plus tard par Diane, c'est évidemment l'imposition des cessions d'usufruit. Vous savez, on a beaucoup parlé des plus-values, enfin des cessions d'usufruit en matière immobilière, mais ça concerne aussi les cessions d'usufruit qui portent éventuellement sur des titres soumis à l'IS. Alors là, on est dans une situation un peu particulière, puisque ce qu'on nous dit, c'est que la cession d'usufruit n'est plus imposée comme plus-value, mais comme un revenu. Donc ça sera nécessairement taxé au titre des revenus de capitaux immobiliers. Pas de raison d'appliquer un abattement de 40% sur les dividendes, ce n'en est pas. Et pas de question d'appliquer un abattement pour durée de détention, puisque, évidemment, ce ne sont plus des plus-values, ce sont des revenus de capitaux immobiliers. Donc, la cession d'usufruit, en toute logique, devrait être imposable, quelle que soit l'hypothèse, à 62,2% dans tous les cas. Donc, autant ne plus jamais procéder à une cession d'usufruit de valeur mobilière. C'est sûr que bon, ce n'est pas très incitatif. On l'aurait interdit, ça aurait été plus rapide. Alors maintenant, la grosse histoire de la troisième loi de finances, vous savez, qui est sortie le 14 novembre, vise à modifier les conditions de l'apport en sursis, qui n'existe plus pour devenir un apport en report. Alors si on fait un rapide résumé de l'histoire du report et de l'apport, c'est quoi? Celui qui détient une société l'apporte voilà, à la société Y. Ça m'a pris des heures de faire... Non, mais voilà, ça vaut la peine parce que moi, joli, hein. Certains de vos confrères ont essayé plusieurs fois de m'expliquer, j'ai toujours pas compris. Donc j'attends beaucoup de vous, mon cher Laurent. Regardez, hop. Voilà. Non, mais pas ça, moi c'est le résultat fiscal que je veux voir. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'opération d'apport? L'idée, c'est quoi? C'est de dire, bah, plutôt que de vendre les titres et de payer de l'impôt de plus-value, je vais les apporter à une société, ma plus-value va être en sursis d'imposition, puis ensuite, celle-ci va vendre les titres de la société X à un tiers et encaisser le produit de la vente. Et donc, je me retrouve en fait à détenir une société soumise à l'IS, évidemment, sinon mon report n'est pas en sursis, et l'intégralité des disponibilités sans devoir payer 1 € d'impôt. L'administration fiscale nous dit que c'est pas bien, et elle a raison. Donc, on était avant dans un système de sursis, et donc, système qui a remplacé en 2000 le système du report, qui était, pour ceux qui ont plus de 40 ans, ils doivent s'en souvenir,
le système où on calculait la plus-value et on la déclarait, mais on ne payait pas l'impôt. Et puis c'était tellement compliqué qu'on est passé au sursis. Et là, on revient au report dans un certain nombre de cas. Quand? Eh bien, lorsque l'opération d'apport est faite à une société qu'on contrôle à l'issue de l'apport. Et ce que nous dit l'administration fiscale, alors c'est écrit tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est qu'on nous dit au début, on contrôle une société quand on est majoritaire. Jusque-là, on est d'accord. On nous dit, on contrôle une société lorsque, avec d'autres associés, à travers un pacte, on est majoritaire. D'accord? Lorsqu'on a le pouvoir de décision, et c'est présumé, lorsqu'on détient plus d'un tiers du capital et que personne d'autre n'a plus d'un tiers, là déjà c'est plus aléatoire, mais surtout lorsque, alors il faut lire le texte parce que c'est compliqué, c'est lorsque on participe avec une ou plusieurs autres personnes aux décisions prises en assemblée générale. Donc là, a priori, tous nos clients sont concernés par le sujet. C'est-à-dire qu'à moins de procéder à des opérations d'apport avec des sociétés cotées, où là on peut imaginer que votre droit de vote chez Total n'est pas prépondérant, dans la plupart des cas de nos clients, on est dans des opérations sous contrôle. Donc en fait, toutes les TPE, PME et ETI qui procéderaient à des regroupements auraient des opérations sous contrôle et donc seraient dans le cadre du report. Voilà un petit schéma qui explique le truc. On apporte les titres. Première question, est-ce qu'on est, alors c'est en haut à gauche, est-ce qu'on est dans une opération de sursis ou dans une opération de report? Si l'opération est faite sous contrôle, on est dans une opération de report. Donc ce n'est pas la flèche qui descend, mais c'est celle qui part sur la droite. Voilà, merci. Et donc là, se pose la question de savoir si on conserve les titres qui ont été apportés à la société, c'est-à-dire que la société qui est bénéficiaire de l'apport conserve les titres pendant au moins 3 ans. Si c'est le cas, le report est maintenu et puis il ne se passe rien. Si jamais les titres sont cédés dans les 3 ans par la société qui a bénéficié de l'apport de titres, eh bien on a un délai qui s'ouvre de 2 années pour procéder à un réinvestissement à hauteur de 50% du produit de la cession dans une activité économique. Dans l'hypothèse où, à l'issue de ces 2 ans, on n'a pas rempli notre obligation de remploi à hauteur de 50%, eh bien, le report tombe avec un effet rétroactif, c'est-à-dire que les intérêts de retard sont dus de la date auquel on a apporté les titres jusqu'à la date à laquelle a échu les 2 ans de délai de réinvestissement. Donc imaginons que j'apporte les titres, la société au bout d'1 an cède les titres, mon délai de 2 ans commence à courir. Si au bout des 2 ans, je n'ai pas réinvesti 50%, eh bien, je paye la plus-value avec 3 ans d'intérêt de retard. Alors, on comprend maintenant, Laurent, mais qu'est-ce que ça change? À quoi ça sert concrètement? Alors, ça ne sert à rien. Hein. Pourquoi? Voilà. C'est un dispositif inutile. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà compris, par la jurisprudence et les avis du comité de l'abus de droit, qu'il était indispensable de réinvestir dans ce type d'opération d'apport suivi d'une cession dans une activité économique. C'est-à-dire que le Conseil d'État était très clair, notamment dans un arrêt de juillet 2012, il nous dit même les opérations qui sont en sursis, parce qu'au début il y a eu un doute, en disant oui mais toutes ces décisions ne concernent que les opérations en report, lorsqu'on est en sursis c'est pas concerné. Bon, il n'y a plus de doute aujourd'hui, depuis le juillet 2012, lorsqu'on procède à une opération d'apport suivie d'une cession des titres, il faut réemployer dans une activité économique. Il faut réemployer au moins 50%. Alors, ce n'est pas ce que nous disait très exactement la jurisprudence ou le comité de l'abus de droit. Il nous disait une part significative. Alors, on avait une décision du comité de l'abus de droit qui nous disait 39%, ça semble aller. La prudence recommandait de réinvestir au moins 50%, dans un délai de 3 ans. On a eu une décision qui nous dit, voilà, là, on a un cas particulier, c'était des exploitants de supermarchés qui l'ont vendu et qui réinvestissent dans un hôtel. Alors, évidemment, ils changent de métier, donc 3 ans, c'est raisonnable. Bon, mais sinon, il faut imaginer que 2 ans et au moins 50%, donc ce sont les mêmes conditions que celles qui ont été introduites dans le texte. Après, concrètement, Laurent, en fait, tu nous expliques effectivement qu'en 2000, on est passé du report au sursis, qu'en 2012, on repasse, si j'ai bien compris, du sursis au report, mais concrètement, ça change quoi, en fait? Puisque dans l'un et l'autre des cas, on ne paye pas l'impôt. C'est vrai, pourquoi je suis énervé? Parce qu'effectivement, c'est les mêmes conditions que la jurisprudence, donc on peut se dire, c'est pas grave, la loi a simplement mis en ordre ce qui était compris par tous les professionnels lorsqu'ils regardaient les arrêts du Conseil d'État. Eh bien parce qu'un report et un sursis, c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire que quand on est avec un report d'imposition, on a calculé la plus-value, on l'a déclaré à l'administration, et on a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est-à-dire que lorsqu'on va céder les titres, eh bien la plus-value en report va tomber et il va falloir payer l'impôt. Or, aujourd'hui, il y a au moins 2 dispositifs. Le 150.0 débis qui consiste à réemployer dans une nouvelle entreprise qui permet d'exonérer d'impôt de plus-value, ou, encore plus courant, le départ à la retraite, qui nous dit lorsque vous cédez les titres, vous êtes exonéré d'impôt.
je ne serai pas exonéré d'impôt si j'ai une plus-value en report. Si j'ai, comme exemple, 2 experts comptables qui souhaitent se rapprocher, on n'est pas du tout dans des opérations d'optimisation fiscale, là, pour le coup. 2 experts comptables souhaitent se rapprocher, celui qui va apporter les titres à l'autre va constater un report d'imposition qui lui interdira, le jour où il partira à la retraite, dans l'état actuel des textes, de purger cette plus-value. Il devra nécessairement payer l'impôt, même s'il est exonéré au titre du 150.0 des terres. Ce n'est pas une plus-value qui est en sursis d'imposition, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris l'engagement de calculer le jour de la cession des titres la plus-value sur la base des titres qu'on avait à l'origine, mais on a bien calculé une plus-value intermédiaire qui tombe le jour où on cède, y compris s'il y a un dispositif de faveur qui permettrait d'exonérer la plus-value ce jour-là. C'est une loi qui, en définitive, risque d'avoir des conséquences importantes sur les opérations de restructuration. C'est aussi une insécurité fiscale pour les contribuables et pour les experts comptables et les notaires. Parce que l'oubli du report dans la déclaration 2042 est assimilé par l'administration, enfin c'était le cas avant 2000, comme étant une renonciation au report. Le seul intérêt du report, c'est justement de reporter cette plus-value et puis de dire je ne veux plus être en report, j'arrête le report, et à ce moment-là, je paye l'impôt. Ah oui, ça rend l'épée de Damoclès tout de suite beaucoup plus acérée encore. Il ne faut pas oublier de reporter le montant chaque année. Et encore plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'en cas de donation, à quelque moment que ce soit, et là je ne suis plus dans les 3 ans, j'ai fait un apport de titres, 5 ans après, je décide de transmettre à mes enfants les titres de la société dont j'ai reçu les titres au moment de l'apport. Eh bien, si le donataire, à la personne à qui j'ai transmis ces titres, les cède dans les 18 mois de la donation, eh bien, mon report tombe. C'est-à-dire que cette disposition, et Fabrice nous en dira un peu plus tout à l'heure, qui a été annulée dans l'article 19 de la 3e loi de finances, sur les donations avant cession qu'on souhaitait interdire, eh bien, est passée exactement dans les mêmes conditions lorsqu'on parle du report. Donc on peut imaginer que cette disposition, pour le coup, est anticonstitutionnelle puisqu'elle l'était dans l'article qui suit. Oui, alors tu sais, en pratique notariale, en fait, d'abord c'est une bonne nouvelle parce que la donation fait quand même tomber ses plus-values en report, sous réserve en fait de la conservation. Et j'invite mes confrères, et de manière concrète, dans l'acte de donation, on fera sans doute prendre des engagements par le donataire de conserver les titres pendant au moins 18 mois. Et puis ensuite, il faudra les uns et les autres qu'on attire l'attention de nos clients pour qu'ils pensent bien à reporter justement ces plus-values dans leur déclaration d'hier. Il va falloir être vigilant. Alors, en synthèse, voilà quelques exemples de taux marginaux d'imposition. Vous vendez dans les 2 ans de la détention, vous êtes à 62%, ça descend à 53, 48, 44, 38. Si on cède, cession intrafamiliale, j'en ai pas parlé, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas touché par les lois de finances rectificatives, ni les lois de finances 2013. Le dispositif perdure à l'identique, 19,5, donc 15 plus contribution exceptionnelle sur le revenu. Cession remploi intégral pendant 5 ans, 19,5. Cession et départ à la retraite, 19,5. Et départ à l'étranger et cession après 8 ans, on paye les plus-values, les prélèvements sociaux au jour du départ. Alors ça ne concerne pas évidemment vos clients dès lors qu'ils détiennent plus de 25% de titres, puisque là on n'est plus dans ce système-là. C'est uniquement si vous détenez des valeurs mobilières qui ne sont pas des participations massives, eh bien vous êtes à 15,5. Donc voilà l'éventail des cas possibles. Donc on s'aperçoit qu'en fait on a un rapport de 1 à 4, de 15,5 à 62, entre la position de différentes plus-values selon le cas dans lequel on se situe, qu'on soit un pigeon ou pas. Et donc en termes de stratégie, le mot-clé, plus que jamais, c'est anticiper, Laurent, c'est ça? Évidemment anticiper. Donc, soit céder dans le cas du départ à la retraite. Aujourd'hui, c'est un dispositif dont on peut s'étonner de sa pérennité. Alors ça se prépare. La retraite, ça vient vite. Enfin, ça dépend quel agenda, mais il faut céder 2 ans avant ou 2 ans après. Les délais sont stricts. Il peut y avoir évidemment une stratégie d'apport puis de cession, mais à ce moment-là, il faut attendre 3 ans si on ne souhaite pas avoir une obligation de remploi. Et puis, il y a la meilleure technique qui consiste à faire des transmissions en pleine propriété ou en nue propriété dans le cas des dispositifs Dutreuil, puis ensuite d'envisager éventuellement, à l'issue de l'engagement de conservation, à une cession. Mais là, Fabrice, tu vas nous expliquer ça bien plus en détail.